En 2024, le Togo a déboursé 314 milliards de francs CFA pour rémunérer les agents de la fonction publique, selon le dernier rapport d'exécution budgétaire du ministère de l'Économie et des Finances. Ce chiffre, en légère hausse de 4,13% par rapport à 2023, équivaut à 98% des prévisions initiales. À l'origine de cette hausse, une politique de recrutement active, l'éducation, la santé, autant de secteurs qui ont vu leur effectif renforcé ces dernières années. Résultat, l'État emploie désormais plus de 70 000 personnes contre 65 000 un an plus tôt. Le gouvernement prévoit déjà une nouvelle hausse pour 2025 avec une enveloppe salariale estimée à 355 milliards de francs CFA. L'arrivée récente de 3 000 nouveaux fonctionnaires à la suite du concours national de 2022 alourdira davantage la charge budgétaire. Si cette dynamique traduit un effort d'investissement dans les services publics, la masse salariale représente désormais plus de 14% du budget national. Un équilibre reste à trouver entre besoins sociaux et discipline budgétaire. Alors que la région des Savanes continue de faire face à des défis sécuritaires persistants, une nouvelle opération d'assistance humanitaire a été lancée visant à apporter un soutien vital aux personnes contraintes de quitter leur foyer. En effet, la ministre de l'Action sociale Kosiwazine Souklassou a lancé la distribution de vivres et de non-vivres aux populations internes déplacées des Savanes. Cette opération intervient dans un contexte où la situation dans la région des Savanes reste préoccupante et cette dernière confrontée à une instabilité croissante d'insécurité. Notons que le gouvernement togolais, conscient de l'importance d'une approche coordonnée et durable pour répondre aux besoins immédiats, travaille sur des solutions à long terme pour la stabilisation de la région et le retour progressif des déplacés dans leur communauté d'origine. Rappelons que cette initiative, pour un coût global de 140 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes PURS, mis en œuvre depuis 3 ans. La réussite de cette nouvelle opération d'assistance représente non seulement un pas important pour apporter un soulagement tangible aux populations affectées, mais témoigne de la solidarité nationale et internationale envers les victimes de la crise dans les Savanes. Le Togo devra mobiliser près de 14 milliards de dollars. Ceci équivaut à 8 320 milliards de francs CFA d'ici 2050 pour faire face aux effets du changement climatique, selon un rapport récent de la Banque mondiale. Environ 40% des fonds devront être consacrés à l'adaptation, à savoir la protection des côtes, l'agriculture, la santé, la gestion de l'eau. 60% de cette somme sera consacrée à l'atténuation des effets du changement climatique. Le rapport alerte sur les risques majeurs qui pèsent sur le pays, comme l'inondation, la sécheresse, l'élévation du niveau de la mer. Ces menaces compromettent la croissance, la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. Pour combler le besoin de financement, la Banque mondiale recommande de mobiliser le secteur privé à travers des mécanismes innovants, obligations vertes, garanties climatiques, partenariats publics-privés. Le secteur agricole, qui contribue à 40% du PIB et fait vivre 70% des personnes pauvres, est particulièrement vulnérable. Sans action, la production pourrait chuter de 12% dans les 25 prochaines années. Le Togo s'est engagé sur cette voie avec l'adoption d'un cadre de financement durable et une loi climat posant les bases d'une stratégie nationale plus résiliente et inclusive. Au Togo, l'accès à l'eau potable est devenu un enjeu crucial pour le développement durable. Le pays a enregistré une légère progression à la clôture de l'année 2024 avec un taux de couverture de 70% contre 69% en 2023. Pour l'année 2025, le taux de desserte en milieu rural devrait atteindre 79% contre 76,51% l'année précédente. En milieu semi-urbain, il devrait passer de 60% à 63%, tandis qu'en zone urbaine, la couverture
couverture progresserait de 72% à 79%. Pour soutenir ces avancées, plusieurs projets ont été lancés simultanément à travers le pays, parmi lesquels le projet PASCO et plus récemment le PACHMUT visant à renforcer le réseau de distribution, réhabiliter les infrastructures existantes et en construire de nouvelles. À ces projets de construction de forages et d'installation de postes d'eau autonomes dans les régions de la Kara et des Savanes s'ajoute la mise en place de 388 forages avec des pompes à motricité humaine qui permettront non seulement de répondre aux besoins en eau des populations, mais aussi de renforcer leur autonomie en matière de gestion des ressources hydriques. L'installation de 205 postes d'eau autonomes de 4 milliards de francs CFA viendra compléter ces efforts en garantissant un approvisionnement régulier et durable en eau. En outre, ces initiatives devraient avoir un impact significatif sur les conditions de vie des habitants en réduisant les distances parcourues pour se procurer de l'eau et en minimisant les risques de maladies liées à l'eau non potable. Le Togo possède des terres potentiellement propices à la production risicole. Ainsi, la production de riz à travers le pays représente près de 4% de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest. Parmi les riz produits au Togo se trouve le riz de Kovie ou Kovie-Molu qui est vendu au pays et également dans la sous-région, notamment au Ghana, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Désormais, ce riz produit à Kovie est protégé par une indication géographique protégée IGP. Il s'agit d'un label distinctif qui lie la qualité du produit à son origine géographique. En effet, il s'agit d'une certification délivrée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI afin de protéger le riz de Kovie contre les contrefaçons. Elle permet également aux consommateurs d'accéder à un produit dont la traçabilité et l'authenticité sont garanties. Rappelons aussi que grâce à cette distinction, les producteurs disposent désormais d'un titre de protection. Les conséquences du changement climatique deviennent alarmantes et l'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur l'impact de la chaleur extrême sur la santé des enfants à travers le monde. Selon l'organisation, un enfant sur 5, soit environ 466 millions d'enfants, subissent aujourd'hui 2 fois plus de journées de chaleur extrême qu'il y a 6 décennies. La comparaison des données entre les années 1960 et l'époque actuelle révèle une augmentation marquée du nombre de jours où les températures dépassent 35 degrés Celsius. Cette élévation constante de la chaleur représente un danger mortel pour les enfants dont l'organisme est de plus en plus vulnérable aux coups de chaleur, à la déshydratation et aux maladies liées au climat. Par exemple, au Mali, les enfants font face à des conditions particulièrement éprouvantes avec jusqu'à 212 jours par an exposés à des températures de 35 degrés Celsius ou plus. Ces conditions extrêmes sont responsables d'une augmentation des complications de santé chez les plus jeunes. La chaleur intense met en péril des vies, en particulier pour les enfants vivant dans les zones pauvres où l'accès aux soins de santé et aux infrastructures reste très limité selon l'UNICEF. Parmi les complications causées par cette chaleur accablante, l'UNICEF évoque l'affaiblissement du système immunitaire, des difficultés respiratoires ainsi que la malnutrition aggravée par la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Les enfants sont également plus vulnérables aux maladies infectieuses telles que le paludisme et la diarrhée, aggravant ainsi une crise sanitaire déjà inquiétante. La situation appelle à une mobilisation urgente pour protéger les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. L'incertitude régnait mardi parmi les organisations humanitaires et les bénéficiaires de l'aide alimentaire en Somalie. Selon 2 responsables de l'ONU, la suppression d'une douzaine de contrats de l'USAID aurait été annulée. Cette annonce concerne plus d'une douzaine de pays dans le cadre d'une réduction spectaculaire de l'aide à l'étranger menée par le département de l'efficacité gouvernementale du milliardaire Elon Musk. Les personnes qui seront directement touchées sont les mères, les femmes qui allaitent, les enfants, mais pas seulement. Ce sont donc ces personnes qui sont vraiment très vulnérables et qui considéraient l'aide comme une source majeure de subsistance. Mais d'autres personnes seront touchées, en particulier celles qui travaillaient pour l'industrie de l'aide
et pour les organisations d'aide, comme les organisations des Nations Unies ou les organisations internationales. Un fonctionnaire de l'Agence américaine pour le développement international a confirmé que Jeremy Lewin, associé d'Elon Musk qui supervise le démantèlement de l'USAID, avait ordonné l'annulation de certaines des résiliations de contrats du week-end ce mardi. Nous avons été choqués d'apprendre que le gouvernement américain avait mis fin à ses contrats avec le Programme alimentaire mondial. C'était tout à fait inattendu et l'impact sur nous a été immédiat et important. Beaucoup d'entre nous sont les seuls soutiens de leurs familles et d'innombrables personnes vulnérables dépendent de cette aide. C'est pourquoi nous demandons respectueusement que le soutien soit rétabli. Il n'était pas clair mercredi combien de ces pays étaient encore concernés selon les Nations Unies. Le toit de la discothèque s'est effondré d'un seul tenant. Dans ces ruines, les sauveteurs cherchent des disparus. Il y en a peut-être encore sous ces gravats. Parfois, un survivant est extrait des décombres, comme cet homme. Mais ce sont surtout des corps sans vie que les secouristes dominicains retrouvent. Plus de 24 heures après l'effondrement, certaines familles sont gagnées par le désespoir. Cette discothèque de Saint-Domingue était bondée lundi soir. Entre 500 et 1000 personnes étaient venues écouter le chanteur de musique meringuée, Ruby Pérez, que l'on voit ici sur scène. Quand soudain, le noir complet. Papa, qu'est-ce qui se passe? L'artiste fait partie des victimes décédées, comme 112 autres personnes. 150 ont aussi été blessés. Bilan provisoire. Devant la boîte de nuit, les familles scrutent la liste des victimes, souvent le téléphone à la main, prêtes à montrer la photo du proche dont elles sont sans nouvelles. Elle était habillée comme ça lors de la soirée, c'est ma nièce. Je regarde les sauveteurs et je n'arrête pas de penser à ma fille. Sur place, le président dominicain affirme qu'il reste encore un espoir de retrouver des survivants. L'objectif, c'est de sauver des vies, et encore sauver des vies. Et c'est ce qu'on fait. On suit la situation minute par minute. Pour l'heure, les causes de l'effondrement de la boîte de nuit ne sont pas connues. Des ressortissants étrangers, notamment français, pourraient avoir été sur place lors de la soirée. Plus de 15 000 manifestants ont participé à la grève nationale de 24 heures en Grèce. Employés du secteur public et privé, retraités, élèves et étudiants réclament une hausse des salaires qui reste particulièrement bas face à une augmentation des taxes et des prix. Les manifestants dénoncent la politique du gouvernement conservateur qui a aussi conduit à une crise du logement jugée insupportable par les habitants. Η ζωή όλων των εργαζομένων είναι αφόρητη. Οι μισθοί έχουν καταβαρωθεί, τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, επομένως ο μόνος δρόμος είναι να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. En Grèce, l'inflation a atteint 3,5% en moyenne en 2024. Outre l'économie, l'accent a été mis sur l'accident ferroviaire de Tempi. Les citoyens réclament encore justice. Η αύξηση μισθών, αυτό και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπάρχει, που έχει καταστρέψει τα πάντα. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. En raison de la grève, les transports aériens, maritimes et ferroviaires ont été perturbés. Pour répondre à la colère générale, le gouvernement avait procédé au 1er avril à une nouvelle revalorisation du salaire minimum, passant de 830 € à 880 €. Πραγματικές αυξήσεις που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια απαιτούν οι πολίτες εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν παρά το τσουχτερό κρύο. Απαιτούν συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Que les tensions restent vives sur le front ukrainien, les États-Unis et la Russie reprennent le dialogue diplomatique.
Une nouvelle série de pourparlers bilatéraux se tiendra ce jeudi 10 avril au consulat russe d'Istanbul. Cette rencontre portera exclusivement sur les activités consulaires et diplomatiques des deux pays, fortement réduites depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. Côté russe, la délégation sera dirigée par Alexander Darchiev, récemment nommé ambassadeur à Washington. Les États-Unis seront représentés par Sonata Coulter, vice-secrétaire adjointe au département d'État. Ces discussions s'inscrivent dans la continuité d'une première rencontre déjà organisée à Istanbul le 27 février dernier. En parallèle, la tension reste vive sur le terrain. Un assaut massif de drones russes a visé Kharkiv mardi soir, provoquant une quinzaine d'explosions, des incendies et blessant au moins 2 civils selon les autorités ukrainiennes. L'offensive russe dans la région de Soumy a déjà commencé. C'est ce qu'a confirmé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, ce mercredi. Une opération que les services de renseignement ukrainiens attendaient depuis le début du mois de mars. Ces dernières semaines, Moscou avait déjà intensifié ses frappes sur plusieurs villes de cette oblast frontalière de la Russie. Mercredi matin, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'une attaque massive de drones ukrainiens sur le territoire russe et en Crimée annexée a été déjouée. Selon les autorités locales, plus de 160 drones ont été abattus, y compris dans la région d'Orenburg, où une attaque contre un aérodrome militaire aurait été repoussée. Côté ukrainien, des alertes ont été lancées à plusieurs reprises sur tout le territoire dans la nuit de mardi à mercredi. Dans les villes de Dnipro-Kramatorsk et Kharkiv, des vagues de drones de type Shahed ont blessé au moins 20 personnes. Les frappes ont également détruit plusieurs habitations et provoqué des incendies dans des bâtiments administratifs et entrepôts en périphérie.